Alors, une vidéo ce soir pour défendre une position politique qui est la suivante, qui est celle qui vise à féminiser nos textes, nos écrits, nos rapports, nos documents, etc. Et en particulier, ce soir, je vais m'attacher à l'écriture du règlement intérieur du conseil municipal de la ville de Martigues, puisque donc vendredi dernier, nous étions amenés à retravailler en conseil municipal ce document administratif, et j'ai proposé l'amendement suivant qui vise à proposer une écriture plus inclusive ou plus égalitaire de ce règlement intérieur. Alors je m'attendais pas à ce que ce soit approuvé et voté par l'extrême droite ou par la partie la plus conservatrice de la droite locale. Par contre, j'étais particulièrement surpris que l'ensemble de la gauche martégale s'oppose à cette réécriture égalitaire d'un document administratif. Donc le Parti communiste, le Parti socialiste, mais aussi la société civile dite progressiste ou de gauche s'y est opposée. Et du coup, ça me laisse penser qu'il y a besoin encore de mener ce combat-là, ce combat pour désinvisibiliser les femmes dans nos documents écrits. Et je vais avancer ici quelques arguments. Alors oui, posons d'emblée ce postulat que la langue structure, oriente notre pensée. Rappelons-nous ce que disait Vygotsky, par exemple. La pensée ne s'exprime pas dans les mots, mais elle se réalise dans les mots. Ok, donc quand on minore les femmes dans la langue, en fait, on les minore aussi dans l'espace public, dans nos pensées, dans nos politiques. Il y a de nombreuses études sur le sujet. Vous savez que si je vous dis, par exemple, quel conseiller municipal verriez-vous bien comme étant le prochain maire de Martigues? Tout de suite, vous pensez à un homme. Mais si on pose la question suivante, quelle conseillère ou conseiller municipal verriez-vous bien comme étant le ou la prochaine maire de la ville? Et là, immédiatement, ça ouvre d'autres possibles. Il y a de nombreuses études sur le sujet, mais en tout cas, quand dans un document comme le règlement intérieur, on dit, par exemple, un conseiller municipal peut aller chercher tel document, on oublie que 50% des conseillers municipaux sont en réalité des conseillères municipales. Et en fait, cet oubli, c'est une violence. C'est une violence, il faut qu'on entende bien que il y a évidemment une question fondamentale politique qui est la question des violences faites aux femmes. On parle souvent des violences physiques, mais en réalité, il y a un continuum, et à un bout de ce continuum, bien sûr, il y a des gestes très violents ou des féminicides, mais ce continuum, il a un point de départ, et ce point de départ, c'est aussi la langue. C'est parce que la langue fabrique la culture, la langue et la culture s'entremêlent, et donc, en ayant une langue, une linguistique, des accords de grammaire, etc., qui sont masculinistes, ben, on entretient une culture masculiniste aussi, qui minore les femmes. En tout cas, ça n'a pas toujours été ainsi. La langue, elle n'a pas toujours été aussi inégalitaire. Ces inégalités sont héritées de siècles et de siècles où c'était les hommes qui maniaient la langue orale, la langue écrite, etc., en public, et donc qui ont construit ce langage inégalitaire. Par exemple, l'emploi de termes conjugaux, le terme conjugal qui dit que par exemple il y a certains mots dont le féminin n'existe pas, vous savez, comme écrivain, auteur, magistrat, sénateur, général, maire ou conseiller municipal. En réalité, on doit ça à un héritage du XVIIe siècle. C'est le fruit, en fait, c'est la construction d'un rapport de force particulièrement violent, exercé notamment par l'Académie française, qui a créé une langue inégalitaire, des effets de langue inégalitaire. Et si ça bouge aujourd'hui, c'est grâce à 200 ans d'histoire de lutte féministe. Ça remonte il y a longtemps. Prenons Olympe de Gouges, par exemple, qui déjà, dès 1791, s'insurgeait contre la Déclaration universelle des droits de l'homme, puisque les droits de l'homme ne comprenaient pas les femmes, vous voyez. Et donc, moi je pense que quand on est à gauche, quand on s'inscrit dans le progrès social, etc., on doit être du côté de cette histoire-là, de cette histoire historique, de ce combat historique mené par les femmes pour plus d'égalité, et notamment en passant par plus d'égalité dans la langue. Alors, non seulement c'est pas un sous-combat, mais on peut même dire que ne pas mener ce combat sur la langue, sur la démasculinisation de la langue, c'est en fait diminuer la portée d'autres intentions, d'autres actes politiques qui sont louables. À Martigues, il y a des élus aux droits des femmes, des journées contre les violences faites aux femmes, etc., qui nous invitent à tendre vers plus d'égalité hommes-femmes. Et tout ça, ça perd de sa portée, de sa puissance, si on reste prisonnier d'une culture linguistique masculine, très fortement masculinisée. Et donc ça, c'est un combat qu'il faut mener, parce que la langue, c'est le dernier bastion de la domination masculine, en gros. C'est d'ailleurs l'Académie française y a arc-bouté dessus, parce que l'Académie française est largement dominée par la bourgeoisie blanche masculine.
Donc, il faut absolument qu'on mène ce combat pour de désinvisibiliser les femmes dans nos écrits, ou aussi dans l'espace social. Quand je dis qu'il y a 1500 noms de rues ou de bâtiments à Martigues, il n'y en a qu'une quinzaine qui sont des noms de femmes, ou quand on dit que 90% des invités de la culture, etc., sont des hommes, en fait, on participe là à entretenir, si vous voulez, la domination masculine dans notre espace, dans nos politiques et dans la langue. Et donc, il faut qu'on démasculinise notre imaginaire pour pouvoir mener des politiques qui soient plus cohérentes en matière d'égalité hommes-femmes. Alors oui, c'est pas compliqué à mettre en œuvre en fait. Déjà, il faut commencer par ne pas avoir peur de cette démarche-là. Alors c'est vrai que dans le texte, dans mon amendement, j'ai proposé d'utiliser une écriture inclusive. Je sais qu'il y en a que ça a fait flipper. Les camarades, il faut pas avoir peur de ce terme. L'écriture inclusive, c'est jamais que l'ensemble des syntaxes, des graphies, etc., qui permettent d'obtenir une égale représentation des hommes et des femmes dans un texte. Voilà, c'est tout. Alors, dans les propositions que je voulais faire, c'est par exemple de faire coexister les femmes et les hommes quand c'est possible. Par exemple, on peut très bien écrire conseillère et conseiller municipal, ou le maire ou la maire. Voilà, ça c'est très possible. Ensuite, il y a l'usage de signes diacritiques qu'on pourrait mettre en place, c'est-à-dire quand il n'y a qu'une lettre qui sépare l'écriture masculine et féminine d'un mot, on met un point et un E, on peut écrire les élus, U.E, on peut écrire le président ou la présidente.E. Bon voilà. On peut aussi chercher des formes épicènes si vraiment on trouve que c'est trop compliqué. Par exemple, s'il y a marqué le maire et les conseillers municipaux, s'il faut écrire le ou la maire et le ou la conseiller ou conseillère municipale, je peux comprendre que c'est compliqué. On peut écrire à ce moment-là l'ensemble du conseil municipal et tout le monde est content. Voilà. Ensuite, on peut aussi abandonner certaines règles de conjugaison, en tout cas. Par exemple, l'accord qui consiste à dire, la règle d'accord qui consiste à dire que le masculin l'emporte sur le féminin, celle-là on pourrait la remplacer par privilégier l'accord de proximité ou l'accord de majorité quand c'est possible. Voilà, en tout cas, il y a un travail à faire, un beau travail sur la langue. Je rappelle que c'est un document administratif, le règlement intérieur, c'est pas une poésie, on la lit pas comme ça le soir, c'est un document administratif qui d'ailleurs déjà à l'intérieur contient lui-même des termes. Je sais que par exemple, il y a des formes d'écriture, on écrit les élus dans le ou les quartiers concernés, donc le ou les, on peut utiliser le ou les, pourquoi on ne peut pas utiliser le ou la, ok? Ou alors on marque le maire ou son représentant, pourquoi on ne pourrait pas écrire le ou la maire, puisqu'on peut utiliser ce terme-là. Donc vous voyez, c'est un document administratif, c'est pas fait pour être lu le soir avant de se coucher, avant de s'endormir. Donc mais par contre, c'est hyper important qu'à l'intérieur, on retrouve une égale représentation des hommes et des femmes, puisque nous sommes dans une démarche de tendre vers une égalité réelle dans la société. Et donc, je le répète encore une fois, ça passe par une démasculinisation de notre imaginaire, de notre culture, et donc par le vecteur privilégié de la culture qui est la langue. Voilà, j'espère vous avoir convaincu avec ces quelques arguments que continuer à dire que le masculin est un genre neutre ou un genre qui englobe le féminin ou pire encore qu'il l'emporte sur le féminin, c'est continuer à participer à consolider les inégalités femmes-hommes et c'est une violence. J'espère vraiment vous avoir convaincu. Alors, je pense pas avoir convaincu l'extrême droite si on regarde la vidéo, mais au moins la gauche locale, les camarades n'ayons plus peur et rentrons dans cette dynamique-là qui est intéressante en plus, vous allez voir, et qui nous permet de repenser notre langue à nouveau frais et dans une logique égalitaire. Merci. On va faire comme ça à chaque fois. Hein. Bien sûr, bien sûr. Le deuxième amendement vise, lui, à rendre l'écriture de ce règlement intérieur plus égalitaire en proposant une écriture dite inclusive, ou en tout cas qui privilégie des formules épicènes, mais en tout cas qui n'invisibilise pas les femmes, puisqu'il y a des adjoints de quartier, mais il y a aussi des adjointes de quartier. Il y a des présidents de séance, mais parfois c'est des présidentes de séance. Donc l'idée, c'est de formuler une réécriture de ce règlement intérieur à des fins de le féminiser. Très bien. Qui est contre? Nous sommes contre. Qui est pour? Qui s'abstient? Merci aussi, il se joint à nous. Donc l'amendement est repoussé. Le troisième. Ah d'accord, ok. Effectivement, c'est rapide oui, du coup. Comme ça, bien sûr. Allez-y. Alors je vais donc proposer l'amendement numéro 3. Alors j'imagine que vous avez tous voté contre, puisque vous votez tous comme un seul homme. Sûr. D'accord, ok, pardon. Évidemment. J'avais pas compris que c'était. Alors quand même, en préambule, je rappelle que chaque conseiller municipal vote en fonction de ses convictions, hein, quand même. Hein. Alors,